Je suis Aminata, j'ai 59 ans, j'ai vécu à Lyon pendant plus de 30 ans et j'ai élevé ma fille pratiquement seule. Le jour de son mariage, j'ai pensé que je vivrais sans fin un de ces moments que nous gardons dans notre mémoire pour toujours. Ce qui réchauffe notre poitrine même quand la vie coûte trop cher. Mais dès que j'ai mis le pied dans le couloir, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La musique jouait, les lumières étaient douces, les invités prenaient des photos près des tables décorées, mais mon cœur se serra d'une manière étrange. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi. Ma mère, Monique, s'est présentée à la porte comme si elle était la propriétaire de l'événement, avec cette façon de toujours observer les gens, comme si tout le monde était en dessous du niveau qu'elle avait elle-même inventé à l'époque. Avant que je puisse la saluer, elle s'est approchée et a dit à haute voix, sans aucune précaution, que je dérangeais les mouvements des photographes. Je n'étais même pas près d'eux, mais ça n'avait pas d'importance. Elle voulait que tout le monde écoute. Je suis restée immobile une seconde, essayant de décider si je devais répondre ou laisser tomber. Mais elle n'attendit pas. Il a dit que c'était un événement pour les personnes sérieuses et que je devais éviter de marcher près des tables principales pour ne pas être embarrassée. Sa phrase est tombée sur ma poitrine comme un énorme poids. J'ai senti mon visage chauffer, mes mains trembler. Certains invités regardèrent de coin, comme s'ils essayaient de comprendre si c'était une blague ou si c'était vraiment en train d'arriver. Ce n'était pas une blague. Ma mère avait toujours cette habitude de me rabaisser, même quand j'étais enfant. Il semblait qu'elle prenait plaisir à me voir recroquevillé, silencieux, essayant de ne pas causer d'ennui. Et là, au mariage de ma propre fille, elle a décidé de tout répéter. J'ai essayé de prendre une grande inspiration et de m'approcher du bar, où des gens parlaient, mais elle est venue me chercher. Elle m'a attrapé le bras fermement, comme si elle voulait m'entraîner dans un coin, et a dit entre ses dents que je gâchais la composition des photos parce que, selon elle, ma robe attirait l'attention dans le pire sens du terme. C'était une robe simple, bleu foncé, élégante, achetée avec effort parce que je voulais honorer la journée de ma fille. Il n'y avait rien d'exagéré, rien d'inapproprié. Mais dans sa tête, tout ce qui venait de moi lui semblait toujours faux. J'ai essayé de lâcher mon bras discrètement parce que je ne voulais pas faire des scènes, mais elle a serré un peu plus, comme si elle était pressée de m'éloigner de tout endroit où quelqu'un pourrait me voir. Quand il lâcha enfin prise, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le champ. Je me suis éloignée de quelques pas et j'ai observé la pièce, essayant de comprendre comment une journée aussi belle avait pu commencer de façon aussi lourde. Je me suis souvenue de toutes les fois où j'ai abandonné moi-même pour m'occuper d'elle. Ce furent des années à emmener les courses à son appartement, à suivre des rendez-vous médicaux, à résoudre des problèmes qu'elle avait elle-même créés parce qu'elle ne voulait jamais assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Pourtant, j'ai toujours été là. Je n'ai jamais cessé d'aider. Et le jour qui devrait être spécial pour moi aussi, elle m'a traité comme si j'étais un invité gênant, quelqu'un qui était arrivé sans être appelé. J'ai regardé vers la scène, où le maître de cérémonie organisait déjà les papiers de la présentation. J'ai vu ma fille sourire en prenant des photos avec son fiancé. Belle, radieuse, comme toute mère rêve de voir. Et c'est à ce moment-là que ma poitrine se serra encore plus. Je voulais profiter de ce moment. Je voulais être proche d'elle. Je voulais pouvoir le vivre en toute tranquillité. Mais ma mère continuait à faire les 100 pas, prenant soin de me lancer des regards désapprobateurs, comme si elle attendait que je fasse une erreur juste pour pouvoir me critiquer à nouveau. J'ai essayé de m'éloigner un peu et je suis allée sur le porche latéral du hall où je pouvais respirer l'air frais. Je suis restée là, regardant la nuit tomber sous les lumières de la ville. Lyon a toujours été belle pour moi. Malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées ici, j'ai appris à aimer cet endroit. J'ai appris à construire une vie avec dignité et effort. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me rappeler que j'avais de la valeur, que j'avais de l'histoire, que j'avais fait bien plus que ce que quiconque là-bas pouvait imaginer. Mais il n'était pas facile de garder cette force quand la voix qui m'avait blessée toute ma vie était là, répétant tout cela encore et encore. Quand je suis rentrée dans la salle, j'ai vu Monique debout près de l'entrée principale, parlant à 2 demoiselles d'honneur. Elle m'a pointé du doigt et les 3 ont ri à une remarque. J'ai ressenti ce vieux sentiment de déplacement, de ne pas appartenir, d'être toujours la pièce déplacée. Mais en même temps, quelque chose en moi a commencé à bouger. Ce n'était pas une révolte. C'était une conscience silencieuse que, ce jour-là, quelque chose allait changer. Je ne savais pas quoi, mais mon corps savait.
C'était comme si une vérité arrivait lentement, prête à renverser la situation quand personne ne s'y attendait. J'ai fait quelques pas de plus et j'ai entendu le maître de cérémonie appeler tout le monde à la première partie des remerciements officiels. Monique croisa les bras et arbora ce sourire satisfait, comme si elle était absolument certaine de ce qui allait suivre. Mais au fond de moi, je sentais qu'elle allait peut-être être surprise. Quelque chose disait que l'humiliation qu'elle avait essayé de m'infliger cette nuit-là avait les jours comptés. Quand le maître de cérémonie a demandé l'attention de tout le monde, je me suis tenue près d'une des colonnes de la salle, essayant de me fondre parmi les invités pour ne pas attirer plus d'attention que je ne l'avais déjà fait sans le savoir. La musique s'est lentement estompée et les conversations ont ralenti jusqu'à ce que ce silence collectif précède toujours une annonce importante. Ma mère se tenait juste devant la scène, les bras croisés et le menton relevé, comme si elle n'était prête à écouter que ce qui renforçait le rôle qu'elle s'était donné dans l'histoire de la famille, celui d'une figure centrale, indispensable, supérieure à tous. J'ai observé de loin, et, malgré toute la douleur qu'elle m'avait causée cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. C'était comme si mon cœur anticipait quelque chose que ma tête ne comprenait toujours pas. Le maître de cérémonie a commencé par remercier les parrains, les demoiselles d'honneur, les membres proches de la famille. Chaque nom appelé recevait des applaudissements et des sourires, et je suis restée là, regardant, essayant de ne pas penser à la tension que je ressentais encore dans le bras où ma mère m'avait tenue plus tôt. Je ne voulais pas troubler le bonheur de ma fille. Je ne voulais pas que ce qui se passait entre Monique et moi déborde dans sa journée. Alors, j'ai pris une profonde inspiration et essayé de garder ma posture, même si je savais que ma mère sans cesse des regards satisfaits, comme si elle pouvait prédire exactement qui serait mentionné. Quand il dit qu'il restait une personne importante à reconnaître, certains invités se penchèrent en avant, curieux. Ma mère fit un petit pas, presque imperceptible, mais plein d'intention. Je la connaissais trop bien pour ne pas le remarquer. Elle attendait simplement d'entendre son propre nom. Ça a toujours été comme ça. Elle s'attendait toujours à recevoir du crédit même pour des choses auxquelles elle n'avait même pas participé. Toute sa vie, elle a essayé d'occuper l'espace que j'avais construit de mes propres mains. Et à ce moment-là, elle était sûre qu'on l'appellerait. Sa certitude était si grande que je pouvais presque la sentir de l'autre côté de la pièce. Mais le destin a parfois un sens discret de la justice. Lorsque le maître de cérémonie a prononcé mon nom, nous remercions particulièrement Aminata pour un geste qui a rendu ce jour possible. J'ai senti le sol de la salle s'immobiliser, comme si le monde s'était arrêté un instant pour respirer avec moi. Il y eut une seconde de silence absolu, une seconde si forte que j'ai entendu mon propre cœur battre. Ma mère a tourné la tête si vite que j'ai failli entendre son mouvement fendre l'air. Son regard croisa le mien et pour la première fois de la nuit, elle n'avait aucune expression. Ce n'était ni colère, ni mépris, ni supériorité. C'était un choc, c'était une pause. C'était comme si le personnage qu'elle avait toujours incarné avait soudainement perdu le texte. Les gens ont commencé à me regarder. Certains sourirent. D'autres semblaient confus, comme s'ils essayaient de relier les attitudes de Monique à moi ces dernières minutes et de comprendre où cette révélation s'inscrivait. Je suis restée immobile, ne sachant pas quoi faire, car je n'imaginais pas qu'on me parlerait ainsi. Je n'ai pas demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais demandé. Mais à ce moment-là, j'ai entendu mon nom résonner dans la pièce comme si quelqu'un avait enfin allumé une lumière sur tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Le maître de cérémonie m'a expliqué que j'étais responsable de quelque chose que la plupart des gens là-bas ignoraient. J'avais supporté les frais de la réservation finale dès la salle lorsqu'il y a eu un problème administratif la semaine précédant le mariage. Sans moi, l'événement aurait été annulé ou déplacé dans un endroit plus petit et exigu, ce qui aurait ruiné tout ce dont ma fille avait rêvé pendant tant de mois. Je l'avais fait discrètement parce que je ne voulais jamais que quelqu'un se sente obligé de me remercier. Je l'ai fait parce que c'était ma fille, parce que c'était son jour, parce que j'ai toujours fait de mon mieux pour qu'elle ait ce que je n'ai jamais eu. Et maintenant, tout à coup, cela était dit à voix haute pour que tout le monde l'entende. Ma mère resta immobile, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle essayait de comprendre quelle était cette réalité. Autour d'elle, quelques personnes commencèrent à chuchoter, et je réalisais que le regard qui m'avait auparavant lancé avec jugement se transformait en quelque chose de complètement différent. Certaines personnes s'approchaient lentement,
comme si elle réalisait que je n'étais peut-être pas la figure maladroite que ma mère essayait de peindre. J'ai ressenti un tel mélange d'émotions que j'ai dû poser ma main sur le côté de la chaise la plus proche. Je n'avais pas l'habitude d'être reconnue. J'ai passé ma vie à travailler, à m'en occuper, à résoudre, à tout tenir seule, et presque jamais personne ne disait « merci ». C'était toujours comme si c'était mon devoir. Mais là, devant tant de gêne, il y a eu un moment où je me suis sentie vue. Pas pour ma mère, qui choisissait toujours de ne pas me voir, mais pour les gens qui étaient réellement prêts à entendre la vérité de cette nuit-là. La musique recommença à jouer, douce, comme si de rien n'était, mais je savais que qu'était arrivé. L'atmosphère autour de Monique avait complètement changé. Elle tenta de reprendre sa posture, mais son corps semblait tendu, figé. Je l'ai vue prendre une profonde inspiration, respirer par la bouche, essayer de sourire, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle avait l'air mal à l'aise, perdue, comme si elle ne savait pas où se placer d'autre dans cette pièce. Je suis restée là, sentant quelque chose grandir en moi. Ce n'était pas de la fierté, c'était de la dignité. C'était la sensation de retrouver un espace que je n'aurais jamais dû perdre. C'était réaliser que, malgré tout ce qu'elle avait essayé de faire cette nuit-là, la vérité était sortie d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Après cette annonce, le salon est revenu à sa routine normale, mais pour moi, tout semblait différent. C'était comme si j'avais passé des années à marcher voûtée sans m'en rendre compte, et soudain quelqu'un m'avait enlevé un poids du dos. Pourtant, je ne savais pas comment bouger. J'ai ressenti un mélange de honte, de soulagement et de surprise. Honte, parce que je n'ai jamais aimé être le centre de l'attention. Soulagement, parce que quelqu'un a enfin reconnu mon effort. Et surprise, parce que cela s'était produit précisément le jour où ma mère avait essayé d'effacer ma présence de toutes les manières possibles. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée lentement vers une des tables dans un coin, essayant de me ressaisir avant de parler à qui que ce soit. Mais cela ne servait à rien. Dès que je me suis assise, l'une des demoiselles d'honneur, Virginie, est venue vers moi avec un doux sourire. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit, pourquoi j'avais laissé tout le monde penser que je n'étais que de passage, en tant que personne qui n'était pas au centre de la famille. Je ne savais pas quoi répondre. En parlant, je réalisais que j'apprenais à rétrécir depuis si longtemps que peut-être j'ai moi-même pensé qu'il valait mieux ne pas prendre trop de place. Je lui ai dit que j'avais fait ce que j'avais fait pour ma fille, pas par reconnaissance, et que je ne pensais pas que le dire était nécessaire. Virginie a hoché la tête, mais avant de partir, elle m'a serré la main et a dit que le geste que j'avais fait n'était pas négligeable. Cela m'a rendue encore plus émue. Je l'ai remerciée et je suis restée là, silencieuse, regardant la pièce et essayant de comprendre ce que je ressentais. Peu après, des oncles et cousins s'approchèrent. Des gens qui ont souvent cru aux versions exagérées ou déformées de ma mère au fil des années. Ils voulaient parler, louer le geste, dire qu'ils comprenaient maintenant pourquoi ma fille parlait toujours de moi avec tant d'affection. Chacun de leurs mots semblait démonter une brique d'un mur que je ne savais même pas qu'il était en moi. C'était un moment magnifique, mais aussi étrange, car je ne savais pas comment réagir à autant d'attention. J'avais toujours été celle qui résolvait tout en coulisses, presque invisible, et maintenant j'étais là, placée au centre pour une vraie raison, pas par une humiliation. En parlant aux invités, j'ai vu Monique s'approcher lentement. Son corps semblait lourd, comme si chaque pas était une lutte. Elle serra son sac contre sa poitrine et essaya de sourire, mais le sourire était court, presque coupé. Quand elle s'est approchée, elle s'est arrêtée devant moi, mais n'a rien dit. Elle fixait simplement, comme si elle cherchait une version de moi qu'elle pouvait contrôler. Mais cette version n'existait plus. Après ce qui s'est passé là-bas, quelque chose en moi avait changé à jamais. Elle a commencé par une courte phrase, disant qu'elle n'avait pas compris que je l'avais autant aidée. C'était une tentative de réécrire ce qui s'était passé, de minimiser tout. Mais cela n'a pas fonctionné. Je suis restée silencieuse, la laissant se confronter au vide entre nous. Elle s'attendait à ce que je m'adoucisse, que je dise quelque chose comme « ce n'est pas grave », mais je ne l'ai pas fait. Et je ne ferai pas semblant. Pour la première fois, je lui ai laissé ressentir le poids de ses propres mots. J'ai senti qu'elle était mal à l'aise avec ce silence et j'ai essayé de me toucher le bras, mais j'ai reculé d'un pas. Pas brusquement, mais fermement. Elle le remarqua et son visage changea. C'était comme si elle avait reçu un coup invisible. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle paraissait plus petite que moi.
Non pas par fierté, mais parce que la vérité avait enfin tout remis à sa place. Alors qu'elle essayait de trouver une excuse ou une justification, j'ai été interrompue par ma fille, Sonia, qui a traversé la pièce en souriant et est venue me serrer fort dans ce bras. Elle m'a remerciée pour ce que j'avais fait, mais a aussi dit qu'elle ne voulait pas que je sois embarrassée ce jour-là. Quand elle a dit cela, mon regard a croisé celui de ma mère. Sonia ne savait rien de ce qui s'était passé avant l'annonce, et à ce moment-là, ma mère sembla se rapetisser un peu plus, comme si elle savait qu'à tout moment, toute la vérité pouvait éclater de moi. Ma fille m'a demandé de rester près d'elle pour le reste de la fête, et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de si simple et profond à la fois. J'avais ma place là. Je n'étais pas un intrus, je n'étais pas un poids, je n'étais pas une ombre. J'étais la mère de la mariée. J'étais quelqu'un qui portait cette famille sur ses épaules pendant des années. En nous approchant de la scène, j'ai remarqué que plusieurs invités m'évaluaient maintenant avec un vrai respect. Pas ce respect automatique que les gens font semblant quand ils ne savent pas qui vous êtes. C'était de la reconnaissance. C'était la dignité rendue. Ma mère resta immobile, observant de loin. Elle essaya de parler à quelques personnes, mais sa posture n'était plus la même. Le regard hautain avait disparu. Ce contrôle qu'elle avait toujours exercé sur moi semblait lui avoir échappé, et elle le savait. J'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Et même si je ne voulais pas me venger, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'enfin, elle faisait face à ses propres choix. J'ai passé de nombreuses années à essayer de gagner un amour qu'elle n'a jamais voulu m'offrir. Mais cette nuit-là, en écoutant ma fille m'appeler avec joie et fierté, j'ai compris que certaines histoires ne se résolvent pas par la réconciliation. Certains se résolvent simplement lorsque la vérité éclate. Au fil de la soirée et à mesure que la piste de danse se remplissait, je me suis permis de m'asseoir un peu près d'une fenêtre latérale de la salle. Le lampadaire entrait doucement, illuminant la table où j'avais laissé mon verre. J'avais besoin de cette petite pause pour comprendre tout ce qui s'était passé depuis mon mariage. C'était beaucoup à assimiler d'un coup. L'humiliation initiale, la tension dans ma poitrine, l'ancien sentiment de ne pas appartenir, puis la reconnaissance inattendue, le tournant que personne n'avait imaginé, pas même moi. Je fixais la pièce comme si j'observais toute une vie dessinée en quelques heures. C'était étrange de réaliser à quel point une histoire peut changer de direction aussi rapidement. Et cette fois, ça a changé en ma faveur. En respirant à l'intérieur, j'ai vu ma mère de l'autre côté de la pièce. Elle était assise seule, jouant avec son sac à main comme si elle cherchait quelque chose d'important, bien qu'il soit clair que ce n'était qu'un moyen d'occuper ses mains. Son visage était fatigué. Ce n'était pas seulement la fatigue de l'âge. C'était la fatigue d'avoir perdu le contrôle d'un récit qu'elle avait porté toute sa vie. J'ai toujours été la cible facile. J'étais toujours là pour être poussée, corrigée, humiliée, diminuée. Et ce jour-là, pour la première fois, je suis restée debout, malgré tout ce qu'elle avait essayé de faire. J'observais la façon dont les gens s'approchèrent de moi avec respect et affection. Ce n'était pas un respect répété, c'était vrai. Certains m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, d'autres m'ont remercié pour le geste qui a sauvé le mariage de ma fille. Et pendant que je recevais tout cela, j'ai commencé à réaliser une chose simple. J'ai passé la majeure partie de ma vie à espérer que ma mère pourrait me voir telle que je suis vraiment. Mais peut-être que cela n'arrivera jamais. Et peut-être que je suis enfin prêt à l'accepter. Ma fille est revenue vers moi après un moment. Elle s'est assise à côté de moi, m'a tenu la main et m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Voir son bonheur m'apporta une telle paix que je sentis mes épaules se détendre pour la première fois depuis des heures. Elle a dit qu'elle voulait que je reste jusqu'à la fin de la fête, parce que pour elle, j'étais la personne la plus importante là-bas. Et quand elle a dit ça, j'ai senti mes yeux se remplir. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une sorte de soulagement qui ne vient que lorsque la vie te rend quelque chose que tu pensais ne jamais avoir. Pendant qu'elle et moi parlions, ma mère s'est levée de table et s'est approchée lentement de nous. J'ai senti mon corps immédiatement alerte, comme s'il s'attendait à une autre attaque, une autre sentence sévère, une nouvelle tentative de me rabaisser. Mais cette fois, c'était différent. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de là, a pris une profonde inspiration et a prononcé mon nom, juste mon nom. Aucune accusation, aucune ironie, aucun ton de supériorité qu'elle utilisait toujours. C'était comme si elle ne savait pas comment continuer. Ma fille la regarda avec un air sérieux, attendant de voir ce qui allait suivre. Et pour la première fois depuis longtemps, ma mère hésita.
Elle a essayé de dire quelque chose sur le fait que j'avais aidé dans le mariage, mais les mots sont sortis brisés, un peu confus. Cela ressemblait plus à une tentative d'éviter d'être complètement isolée qu'à de véritables excuses. Et j'ai compris. Je connais ma mère mieux que quiconque. Je sais quand elle est désolée et quand elle essaie juste de garder les apparences. À ce moment-là, elle voulait juste garder les apparences. C'était exactement ça. Et j'ai compris que ce n'était pas à moi de continuer à essayer de coudre une relation qui a toujours été tordue. Ma fille m'a serré la main, comme si elle me disait sans un mot que je n'avais pas à m'inquiéter. C'est alors que j'ai répondu fermement à ma mère, mais sans agressivité. Elle a dit que c'était normal de ne pas comprendre avant. Elle a dit que j'avais fait ce qu'il fallait pour ma fille et que je n'attendais pas de reconnaissance. Mais j'ai aussi clairement dit, pour la première fois, que je n'accepterais plus d'être traitée comme elle m'avait traité ce jour-là. Ma voix est sortie calme mais forte. Je vis dans ses yeux l'impact de mes paroles. C'était comme si elle écoutait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et en effet, c'était peut-être le cas. Peut-être que je me voyais différemment pour la première fois, et elle aussi. Ma mère est restée silencieuse. Je ne savais pas où chercher. Je ne savais pas comment réagir. Elle prit une profonde inspiration et secoua la tête comme si elle essayait de tout assimiler. Mais je savais que cette conversation n'allait nulle part. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une limite, enfin placée au bon endroit. Elle a pris du recul et a dit qu'elle allait prendre l'air. Je me contentais de hocher la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais enfermé en moi une histoire qui durerait toute une vie. Après cela, je suis retournée sur la piste et j'ai regardé ma fille danser avec son mari. Sa joie illuminait la salle. Et là, au milieu de cette musique forte et de ces rires, j'ai ressenti une paix si profonde qu'elle semblait toucher tout mon corps. Moi, qui étais arrivée à ce mariage en me sentant à l'aise, j'ai terminé la soirée en comprenant que j'avais toujours ma place, que j'ai toujours été essentielle, et qu'aucune humiliation prononcée à voix haute ne peut effacer une vérité que le destin s'efforce de révéler. Quand la fête s'est terminée, ma fille m'a serré fort dans ses bras et m'a dit qu'elle m'aimait. Et j'ai quitté ce hall en sachant que, enfin, j'avais commencé une nouvelle vie. Une vie où je ne rétrécissais plus, où je n'acceptais plus d'être effacée, où je marchais avec dignité. Et, en regardant en arrière avant de partir, j'ai réalisé que le silence de ma mère à ce moment-là en disait bien plus que n'importe quel mot qu'elle avait essayé de me blesser. Pour la première fois, c'était elle qui était invisible, pas moi.